Dieudonné devient-il mainstream? Désolé pour l'anglicisme. Devient-il connu? Devient-il bankable? Ah non, c'est encore un anglicisme. Bref, bah, je suis un peu étonné parce que Toc 5 est un gros média, même si ça reste un média principalement subversif et assez marginal finalement. Ils ont quand même pas loin de 400 000 abonnés, présenté par Berkoff, qui est quand même quelqu'un du système, hein, clairement, ou du moins ce qu'on peut appeler l'opposition contrôlée, c'est-à-dire que c'est faire émerger des médias qui sont mainstream, mais pas trop, avec des personnalités qui sont assez sulfureuses pour faire croire que ces médias-là sont justement une forme d'opposition. Mais en fait, c'est une forme d'opposition contrôlée par ce même système. Et là, on a une rencontre exclusive, un débat choc entre Berkoff et Dieudonné. Oui, 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 Berkoff, qui je le rappelle est un Libanais d'origine juive, qui roule complètement, enfin qui est complètement en accord avec les idées sionistes, qui est complètement pro-Israël, pro-sioniste, etc. Il invite Dieudonné, qui est évidemment la tête, j'ai envie de dire la tête de l'antisionisme, à travers ces spectacles satiriques, j'ai envie de dire. Dieudonné se considère même comme le Triboulet moderne, hein. Pour rappel, Triboulet, c'est celui qui avait tenu tête à François Ier, qui était proche de François Ier, qui faisait rire le peuple, parce que c'était le seul, c'était un espèce de troubadour qui faisait rire à travers justement en se moquant de la haute. Et un jour, voilà, il était assez proche de François Ier, et donc à un moment, il s'en prend aux maîtresses de François Ier. Alors là, non, mais quand vous en prenez aux femmes, François Ier, ah non, il vrille. Donc François Ier lui dit, voilà, Triboulet, je t'aime bien, donc je vais t'exécuter, mais tu as le choix de choisir la façon dont tu vas mourir. Et Triboulet répond, bah écoutez François Ier, je veux mourir de vieillesse. Voilà. Et comme dit Papacito, il a fini sa vie en se branlant avec des oranges, avec des pots d'orange. Donc bref, et donc Dieudonné se considère un petit peu voilà, le pèlerin de la farce, il se considère comme, voilà, c'est à travers ces spectacles et en faisant rire les gens qu'il s'anime et qu'il trouve une façon, enfin une raison de se lever le matin. Donc c'est assez étonnant de voir Dieudonné et Berkoff, qui sont deux personnes complètement opposées, qui aujourd'hui se rejoignent. Ça rejoint finalement un petit peu la ligne de la chaîne, celle de rejoindre des idéologies qui sont complètement paradoxales, qui sont complètement, je dirais, en pleine discorde, et justement de trouver une lutte commune. Et la lutte commune entre Berkoff et Dieudonné, le fil qui finalement les fait se rejoindre aujourd'hui sur cette émission à laquelle on va réagir, c'est la liberté d'expression. Et c'est justement le fait de se faire brimer pour ses idées. Parce que Berkoff, il n'est pas con quand même, il a compris que quand tu as des idées, peu importe lesquelles, si tu as des idées que tu t'y tiens et que certains veulent te faire taire pour ces idées-là, là, ça va pas. Là, il y a anguille sous roche. Et Dieudonné, c'est pareil, c'est toute sa vie, ça a été de ça. Il a des idées, il a une morale, il a des idées qui lui sont propres, hein, bien évidemment, à travers même son discours, comme je vous l'ai dit, faire rire en riant de toutes les communautés, notamment une qui n'a pas supporté qu'on se moque d'elle. Et donc évidemment, c'est ce qui lui a amené tous ces problèmes. Aujourd'hui, il a un bracelet électronique, il a re-accès à certaines salles, mais globalement, pendant des années, pendant 10 ans, il a fait ses spectacles dans un bus, sur des places de parking, parce qu'il n'avait pas l'accès aux salles pour faire rire les gens. Donc voilà, c'est quelqu'un d'assez pareil, hein, d'assez marginal finalement dans son parcours. Et donc aujourd'hui, on va réagir justement à ce petit extrait, à ce petit échange, j'ai envie de dire, puisque les deux discutent un petit peu en reprenant justement le fameux discours qu'avait dit, enfin, le spectacle qu'avait fait Dieudonné chez Fogiel, hein, où il se déguise en terroriste sioniste. Donc on va réagir à ça. C'est très intéressant parce qu'il parle un petit peu de tout. Il parle même un moment justement il reparle de Forisson, etc. Berkoff le reproche à Dieudonné d'avoir invité Forisson. Donc on va réagir à ça. Avant tout, chers amis, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ceux qui sont déjà abonnés, pensez à mettre la cloche, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis c'est parti, chers amis. Enfin, et puis, alors, c'était quoi? Alors, attendez, je vais mettre ça en 1,25 pour pas que ce soit trop avancé pour vous. Et vous faites, et on en parle encore, vous avez vu que Elon Musk aux États-Unis a été vilipendé pour ça, et vous faites le salut hitlérien. Pas tout à fait. Ouais, alors j'étais plutôt romain le mien. Mais c'est vrai que c'était une provocation, un sketch. Vous me demandiez tout à l'heure quand je pourrais définir le travail. Il y a Aimé Césaire qui m'avait dit rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde. Je crois que mon rire, c'est le rire de l'esclave, si vous voulez. Et forcément, il dérange l'esclavagiste. Il dérange. C'est un rire de gilet jaune, c'est un rire du peuple. Et c'est un rire, c'est celui de Triboulet, si vous voulez, de Bouffon à la cour. C'est ça. Et donc, oui, j'ai heurté. Je me suis parfois trompé. J'ai parfois été dans l'outrance. J'ai parfois été de mauvais goût. Je me suis trompé, j'ai fait des fautes, je m'en suis excusé.
Et puis, parfois, j'ai fait des bonnes blagues. Ça, c'était pas du tout préparé, mais en tout cas, avec le temps... C'était préparé puisque vous étiez... Oui, bah, c'était fait très rapidement. C'était Jamel Debbouze qui était l'invité principal, et il fallait lui faire une petite plaisanterie. Et donc, j'ai trouvé que c'était amusant d'aller sur ce sujet qui était extrêmement sensible, je le savais. Et voilà, c'était pour chatouiller là où ça fait mal. Enfin, ça fait mal, c'était intéressant. Ça touche. Le sujet du sionisme, des colonisations, ça c'était... Surtout que le sketch chez Fogiel, si je dis pas de bêtises, alors j'étais pas né, hein, enfin, j'étais pas encore dans toute cette mouvance-là, mais c'était début 2000, si je dis pas de bêtises. C'est juste dingue de se dire que Dieudo et même Soral et compagnie, c'était les premiers à parler de la question palestinienne. N'oubliez pas la liste antisioniste aussi, aux européennes de, pareil, début 2000. C'était les premiers à faire ça. C'était les premiers à, avec de l'influence, Soral qui était passé au FN, Dieudo pareil, qui était le pèlerin de la farce, qui était au summum de sa carrière, de son influence, etc. Ces types-là qui décident de parler politique et pas politique politicienne, basique, avoir l'électorat. Non, c'était voilà, dire qu'aujourd'hui, c'était dénoncer les conséquences et les causes. C'est-à-dire si aujourd'hui on a de l'immigration, si aujourd'hui on a des problèmes en France, en Europe, avec l'UE, etc., c'est principalement parce que derrière il y a un ennemi supérieur. Notamment le sketch chez Fogiel où il dit l'ex-américano-sioniste, qui effectivement provoque une certaine, je dirais, de par leur comportement hégémonique et empirique, nous rendent dépendants justement de certaines choses et de certaines politiques et décisions à travers des politiciens qui, eux, sont choisis comme des pions pour exécuter une politique qui n'est pas une politique qui va dans une politique pour le peuple, mais une politique contre le peuple, finalement. Dans l'intérêt, notamment, celle de faire augmenter la dette, celle de rendre dépendant la France à l'UE, à Bruxelles et à Washington, etc., etc. Et donc, en parlant de la Palestine pour l'époque, c'est juste dingue de dire qu'aujourd'hui, il a fallu qu'il se passe le 7 octobre 2023, si je ne dis pas de bêtises, 2023, ouais. Il a fallu qu'il se passe le 7 octobre 2023 pour que les gens de gauche, Mélenchon et compagnie, Rima Hassan, commencent à parler de la Palestine. Il a fallu qu'il se passe le 7 octobre pour que des gens à la télé, des personnalités publiques, des stars, des influenceurs se disent « Ah bah regardez, il y a un conflit dans le monde, il faudrait peut-être s'en inquiéter. » Dieudo et Soral, c'était 15 ans, 20 ans avant vous les mecs. Et le conflit israélo-palestinien, ça fait 75 ans qu'il dure. Où est-ce que vous étiez? Où est-ce que vous étiez? C'est ça en réalité, c'est ça. Et moi je me rappelle quand j'ai commencé mes vidéos un petit peu réact, politique, etc. C'était avant justement le 7 octobre 2023. Et dès là, je parlais un petit peu du conflit israélo-palestinien. Alors moi, je ne connaissais pas du tout encore toute cette, tout le conflit historique, etc. Je n'avais pas même discuté avec Youssef Indy qui m'en a énormément appris là-dessus. Mais déjà, à l'époque, j'en parlais. Et je me rappelle, certains en commentaire me disaient « Ah, mais c'est plus à la mode de parler de ça, passe à autre chose, Kentra. » Un an après, 7 octobre, hop, tous les médias en parlent. Il y a des grosses personnalités qui arrivent et qui font même du business dessus, du business. Et c'est là... On se dit, putain, il y a quand même deux mondes. Il y a ceux qui sont honnêtes, vertueux et moraux, qui parlent de cause, pas parce que ça fait du business ou quoi, c'est parce que c'est la cause avant tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a conséquences et causes. S'il y a des conséquences aujourd'hui, elles relèvent de causes. Quand on parle des causes, ça coûte plus cher, mais surtout, on se fait traiter de tous les noms. Et franchement, c'est dingue. Donc voilà, la petite conclusion de cette première digression, c'est de dire déjà, voilà, ces mecs-là, c'était 10-15 ans avant tout le monde. Et on comprend maintenant aujourd'hui pourquoi ils ont été effectivement censurés longtemps. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte très cher. Même si aujourd'hui, ça devient plus mainstream, etc., ça coûte très cher pour l'époque. C'est amusant. Maintenant, j'en ai fait le tour. Moi, personnellement, je ne suis pas obsessionnel. Donc, vous n'allez pas faire ça toute votre vie. Non, j'ai arrêté depuis un certain temps. Mais justement, je voudrais savoir, parce que c'est intéressant, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, mais vous avez été aussi, je veux dire, pour être tout à fait juste, vous avez aussi parlé des djihadistes, des martyrs, etc. Et vous avez été assez critique là-dessus. Sauf que là-dessus, effectivement, est-ce que vous n'avez pas peut-être insisté? Pourquoi je vous parle de ça? Vous venez de parler, et c'est intéressant, et c'est une des questions que je voulais poser même il y a quelques temps. Vous parlez effectivement de l'esclavagisme, etc. Je rappelle que vous êtes votre mère est normande. Et Nantaise. Nantaise, pardon. Un port esclavagiste, en plus. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'elle était d'une famille esclavagiste? Non. Franchement. Non. Pas du tout. Non, c'est une famille bretonne. Ils sont arrivés à Nantes pendant la guerre, mais c'est une parce famille. Parce qu'il y a eu de Nantes, sont partis beaucoup. Bien sûr. Mais ça me dérange pas de me sentir à la fois donc descendant d'esclaves et d'esclavagistes. Ça me va très bien. Oui. Une schizophrénie intéressante. Oui, c'est intéressant. Et votre père camerounais, je le rappelle, effectivement. Et Wundo.
Voilà. C'est-à-dire que je suis un homme de cette région d'Afrique centrale, là, et j'ai des responsabilités. À la mort de mon père, j'ai pris le rôle de chef de famille. Voilà. Et vous êtes franco-camerounais? Oui. C'est ça, vous avez Oui. la nationalité. Et alors, justement, je voudrais savoir, et pas seulement vous, Dieudonné, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on a décrété, vous savez, Jacques Chirac avait décrété, et à juste titre, l'adoption de la loi de Taubira, donc en 2005, la journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition. Bon, vous connaissez ça mieux que moi, et mieux que... Moi, ce qui quand même me frappe, c'est qu'un jour, j'ai lu, et je recommande ce bouquin de Tidiane Diaye, qui s'appelle « Le génocide voilé ». C'est-à-dire qu'il y a eu, en fait, 3 traites négrières. Il y a eu la traite transatlantique, la traite blanche, etc., enfin, des Blancs. Il y a eu la traite arabo-musulmane. Oui. Et il y a eu la traite interafricaine. Et d'ailleurs, quand on va au Sénégal, à Gorée, on vous montre ça très bien. Mais moi, je n'ai pas compris vraiment, parce que vous dites vous-même, et à juste titre, il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 poids, 2 mesures pour les uns et pour les autres. Et je suis étonné, je voudrais avoir votre avis, pourquoi on ne parle jamais du fait que, de la traite arabo-musulmane, par exemple, il y a eu 11 millions de Noirs castrés pendant des siècles. Castrés. C'est-à-dire qu'on les a, c'est même plus du génocide, ça, c'est autre chose. Enfin, castrés, bon. Et qu'on décrète qu'il n'y a que la loi transatlantique et les autres, on n'en parle pas. Je voudrais savoir votre ressenti, là, votre opinion là-dessus. Disons que l'essentiel des Français afrodescendants qui ont vécu la traite, c'est la traite négrière transatlantique. Puisque qu'ils soient aux Antilles ou en Afrique subsaharienne, on n'a pas vécu, on n'a pas subi. Alors, c'est les pays Sénégal, Mali, Burkina, eux, ils ont connu effectivement cette traite arabo-musulmane qui est réelle, qui a été d'ailleurs qui a duré très longtemps. Je crois que c'est ça. Et qui a été la plus mortifère. Oui. Alors, des chiffres. mais il y a le mot musulman dedans. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de Noirs musulmans dans cette région. Alors d'ailleurs, elle n'était pas que musulmane. D'ailleurs, on voit que le marché aux esclaves de Marrakech, par exemple, le dernier marché aux esclaves, bon, il y avait toutes les religions qui étaient là. D'ailleurs, oui, c'est pas les musulmans. Non, nous sommes d'accord. Mais non, simplement, c'est très intéressant parce que vous savez, il y a eu des juifs et des chrétiens esclavagistes, évident. Oui. Mais moi, je suis très frappé par le fait qu'on ne veut pas parler. Oui, c'est vrai. On ne veut pas en parler. Mais vous savez que c'est le même mot en arabe qui veut dire noir et esclave. Oui. Abed. Ouais. Vous avez abed. Il y a dans le monde arabe un racisme anti-noir qui est d'ailleurs qui est très important. Oui. Et c'est pour ça. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Hein. Figurez-vous que moi, quand j'avais été aux Émirats, je m'étais un peu renseigné sur le pays, évidemment, avant. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la plupart des grands Émiratis, si aujourd'hui Dubaï c'est une ville par exemple qui se développe très très vite et très à vitesse grand V, c'est parce que derrière ils prennent une partie ils prennent en fait, disons que leur main d'œuvre pas chère, c'est pas les Émiratis, puisque les Émiratis pour la plupart, soit ils sont partis du pays, soit ils sont extrêmement riches, enfin ils font pas les boulots, les sous-métiers certains disent. Et donc, ils font venir leurs immigrés à eux, c'est l'Afrique subsaharienne. Hein, pour ceux qui sont allés à Dubaï ou même dans les pays un petit peu proches, tout ça, effectivement, leur immigration à eux, c'est ça. Mais là, c'est une forme d'esclavagisme moderne parce que c'est des gens à qui ils retirent leur passeport. Ils vont travailler pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, etc. Ils les font dormir dans des dortoirs à 14 dans une chambre. Et ils les font travailler, ils leur font faire des buildings super hauts. Alors effectivement, après, quand tu arrives dans la ville, c'est super beau, c'est super. Mais derrière tout ça, ça a un coût humain, finalement. Ça a un coût humain. Exactement comme la Coupe du Monde au Qatar, etc. On se rend compte qu'il y a des gens, effectivement, les conditions sont assez abominables, qu'on fait venir. Donc, et c'est ça, en fait, c'est triste à dire, hein, mais les immigrés d'aujourd'hui sont peut-être, je sais pas moi, les esclavagistes de demain. C'est réel finalement. Regardez, il fut une époque, les peuples nordiques avaient été aussi esclavagisés par certaines communautés, et aujourd'hui c'est plus le cas, par exemple. Donc, et tout dépend en fait du paradigme actuel, hein, finalement. Et c'est assez intéressant. Hein. On se rend compte que finalement, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours dans mes vidéos. Je pense que il faut pas. C'est la rancune qui nous tue finalement. C'est ce que d'ailleurs je reproche un tout petit peu à Dieudo, c'est que par moments j'ai l'impression que après, c'est bien justement de dire qu'il n'y a pas de concurrence victimaire. Ça, c'est très très vrai. Mais justement, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le recul en disant « Ah, l'homme blanc ». Non. Moi, je suis blanc. J'ai rien à voir avec l'historique esclavagiste. Hein. J'ai absolument rien à voir. De même qu'aujourd'hui, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, par exemple de la Shoah ou quoi, bah, moi, je ne me sens pas proche de ça. Je ne me sens pas proche de ça. Parce que finalement, c'est trop loin, ça ne me parle pas. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut justement prendre compte des événements passés, l'esclavage, la Shoah, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, les conquêtes napoléoniennes,
tout ce genre de choses. Il faut prendre en compte l'historique et le passif et justement mieux avancer dans le futur en prenant en compte aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a le cas des Ouïghours, aujourd'hui, il y a les Congolais, aujourd'hui, il y a le conflit israélo-palestinien, les Yéménites, etc. Et donc justement, le but, c'est de prendre compte des conséquences. Voilà. Aujourd'hui, les Palestiniens, justement, les Palestiniens sont en grande majorité la main-d'œuvre pas chère des Israéliens. Moi, je ne connais pas d'Israéliens qui travaillent de leurs mains. La plupart, ils font des boulots ils font du tertiaire. Ils font du tertiaire. Ils travaillent dans des trucs d'assurance, ils travaillent à la banque, ils travaillent. Voilà. Il existe une minorité israélienne qui travaille de leurs mains, bien sûr. Mais on le sait très bien, les Israéliens, ils ont besoin des Palestiniens, des Cisjordaniens, etc. et des pays un petit peu autour pour pouvoir faire les boulots considérés comme les sous-métiers. De même qu'en France, la plupart aujourd'hui des Français dits blancs ou autochtones ne font plus les boulots compliqués, les boulots durs. Vous regardez même dans les grandes villes, ceux qui nettoient les chambres d'hôtel et qui vident les poubelles, bon bah la plupart c'est des immigrés. C'est des immigrés maghrébins et africains. Bon bah voilà. Et finalement, ça ne résout pas le problème. C'est pourquoi aujourd'hui le destin d'un Sénégalais, c'est de finir vider les poubelles des hôtels en France. Est-ce que justement le but, justement, une certaine moralité ne voudrait pas que le destin d'un Sénégalais, ce serait d'être heureux au Sénégal et de faire un boulot dans lequel il se sent utile au Sénégal? Parce que la morale de gauche qui vous dit « mais non, mais il faut accueillir les immigrés parce que dans leur pays, c'est la merde ». Ouais, d'accord. Et d'autre côté, mais il nous les faut pour les commandes Uber Eats et pour vider les chambres d'hôtel. Bah oui, bah attends, là, il y a quand même une grosse morale d'esclavagiste. Et c'est ce que ne dit pas la gauche d'ailleurs. C'est la gauche, ils veulent faire venir de l'immigration par humanisme, parce que dans leur pays, c'est la guerre, mais ils en ont besoin pour livrer la bouffe et échanger leurs draps sales d'hôtel. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'appelle pas ça être humaniste d'ailleurs. C'est pas humaniste ça. Si tu as besoin justement, si tu fais venir l'immigration par humanisme, mais que tu en as besoin pour des tâches compliquées, c'est un néo-esclavagisme finalement. Donc voilà, le destin d'un Sénégalais, c'est de finir heureux au Sénégal. Donc résolvons plutôt les problèmes au Sénégal. Voilà. Mais là, pareil, certains vont dire oui, mais on n'a pas à s'occuper des. Bah oui, on n'a pas à s'occuper, mais dans ce cas-là, on ferme les frontières. On les laisse s'occuper de leur merde. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que d'ailleurs, il y a ceux qui foutent la merde en Afrique, ce ne sont pas les Noirs, hein, c'est les Blancs. C'est des Blancs qui pillent le pays, qui justement participent à ce que les chefs de pays africains tombent dans la corruption. Hein, bah, je te file tant, et puis voilà, tu laisses ton peuple crever. Parce que d'ailleurs, le meilleur moyen pour un dictateur de rester au pouvoir, c'est que son peuple reste illettré, arriéré, archaïque, etc. Hein. Vous regardez d'ailleurs tous les pays d'Orient qui ont commencé à s'élever, regardez en Iran. En Iran, la plupart des universités, la plupart des diplômés des universités, ce sont des femmes, à 60%. Et regardez toutes les femmes qui commencent à enlever leur voile, qui commencent à s'émanciper, devenir carriéristes. Alors c'est très bien parce qu'elles accèdent à... Mais dès qu'une population commence à accéder à une petite bourgeoisie ou à la classe moyenne, finalement, elle se révolte. Elle se révolte contre ceux qui leur ont permis d'accéder justement à cette mini-bourgeoisie ou à cette classe moyenne. Parce que justement, à partir du moment où tu commences à t'élever, tu te rends compte que finalement, bon, bah, le mec qui est au pouvoir se maintient au pouvoir justement en gardant ce qu'on peut appeler une espèce de population sous-prolétarienne. De même qu'en France, s'il y a 6 millions de chômeurs ou s'il y a un certain nombre de chômeurs qui ne bougent pas, c'est une volonté justement de l'État de se dire si un jour les travailleurs décident d'arrêter de travailler parce qu'ils en ont marre et parce qu'ils veulent se révolter contre le pouvoir, bon bah c'est pas grave parce qu'on a toujours 6 millions de chômeurs de côté, donc eux on les fera travailler. Et ils remplaceront ceux qui ne veulent plus travailler. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, le pourcentage de chômage est toujours maintenu. Parce qu'ils ont besoin d'un fonds de réserve de chômeurs et de non-travailleurs pour justement le jour où les travailleurs se révoltent, mettre des gens au travail. Hein. Et ça permet justement à la démocratie de rester en place et de pas justement devoir… Ça c'est très intéressant, mais tout ça c'est des choses qu'il faut dire, qu'il faut rechercher, Et encore tout ce que je dis c'est très approximatif parce que là c'est de la vidéo un petit peu sporadique, il n'y a pas trop de montage, il n'y a pas trop de recherche, mais creusez bien les dossiers. Moi je vous donne comme je vous l'ai dit, mes vidéos c'est des pièces de puzzle, hein. C'est à vous de remettre le puzzle en place. Et c'est très intéressant. Donc bref, on a digressé sur l'esclavagisme, etc. Mais c'est assez intéressant. Ouais. Qui existe encore aujourd'hui. Est-ce que vous, par exemple, alors il vous est arrivé d'en parler dans vos sketchs ou dans vos… Oui, oui, j'en parle régulièrement. Il se trouve que j'ai de la famille, moi, du Cameroun qui… Bon, ils étaient en Libye, c'est pour ça que j'étais d'ailleurs aux côtés de Muammar Kadhafi quand l'OTAN bombardait Tripoli, parce que je trouvais ça absolument insupportable que le continent africain soit bombardé encore par l'OTAN. Et qui a bombardé d'ailleurs ces pays-là? Voilà. C'est l'OTAN, ce sont les décisionnaires blancs.
Donc finalement, si aujourd'hui on se tape de l'immigration africaine et que la gauche collabore en disant mais il faut les accueillir par humanisme, ou certains discours de droite diront oui, il faut les accueillir parce qu'il faut qu'ils fassent les boulots durs, etc. Bah oui, mais le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, voilà, déjà les Français, nous ici, on ne fait plus les boulots durs, parce que certains ne veulent plus les faire parce que les conditions sont d'ailleurs déplorables et nauséabondes. Donc ça, pareil, ça, petite dimension patronale, marxiste, etc. hein. Et de l'autre côté, voilà, qui a bombardé tous ces pays-là? Ce sont des hommes blancs. Donc finalement, le problème, ce sont ceux justement qui empêchent certains pays et certains continents de se développer, de s'émanciper, de devenir indépendants. Hein. Il y a cette fameuse phrase, hein, vous savez, donnez manger à un homme, il sera heureux pour un jour. Apprenez-lui à cultiver son champ et à se faire à manger, il sera heureux pour toujours. Bah oui, mais justement, l'État fait en sorte que les pays dits adverses, ou les pays les pays qui leur sont favorables, disons, pour des questions justement de richesse, de pillage, etc., ils font exprès de leur donner à manger et de ne surtout pas leur apprendre à se faire à manger et à cultiver leur propre champ. Bon, c'est une métaphore, vous avez compris, c'est symbolique, hein, mais ils le font exprès tout ça, parce qu'ils savent que si tous ces pays-là, ne serait-ce que les pays d'Afrique, tombaient dans une forme de progrès et une forme d'indépendance, ce serait dramatique pour l'Europe, qui, elle, n'a plus aucune ressource et qui serait dépendante donc d'autres pays. Et c'est là où il y a d'autres paradigmes à prendre en compte. Mais tout ça, c'est très intéressant. Enfin, et on a vu le résultat. Ouais, et Kadhafi qui était un homme qui était plutôt justement sensible à cette. Ouais. Il avait ouvert des universités où les Noirs. Souvenez-vous de Kadhafi qui a dit d'ailleurs je n'achèterai pas de maison pour mes parents tant que tout le peuple entier ne sera pas propriétaire. Le mec voulait faire l'électricité gratuite, l'eau gratuite, il voulait faire un fonds pour que les gens puissent se soigner et s'éduquer gratuitement. C'était génial, tu vois, tout ça. Et on peut comprendre pourquoi le mec a très vite été ciblé comme un ennemi finalement. Parce que le mec a voulu justement que l'Afrique tout entière prenne son indépendance. L'Afrique centrale pouvait venir étudier. C'était un homme qui était très ouvert sur l'Afrique. Mais dans d'autres pays, c'est clair, du Maghreb, être noir, c'est compliqué. Il y a un racisme très, 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 très fort. Et on le voit à part des gens qui sont déportés vers le désert, Oui, encore aujourd'hui. Enfin. Oui, mais même je crois que c'est en Tunisie où il y a encore des cimetières où les Noirs sont d'un côté. Bien sûr. C'est le lot. On peut dire que Et de même qu'en Afrique, il y a, désolé si je fais toujours des digressions, mais de même qu'en Afrique, il y a un racisme anti-noir parmi les peuples noirs. C'est-à-dire que certains sont plus noirs que d'autres, donc ils vont se moquer. Et même au-delà de ça, certains se moquent. Certaines populations africaines se moquent de certains Africains qui ont été esclavagisés, parce que d'autres étaient esclavagistes, parce qu'il y a eu des populations noires esclavagistes qui ont justement collaboré, et là c'est une question de lutte des classes, hein. Les Noirs de la haute, la noblesse africaine a collaboré avec les Blancs pour justement dire, bon voilà, je t'envoie les paysans africains, là, que tu peux... C'est ça en réalité. Bon, encore une fois, c'est très approximatif ce que je dis. Il faut lire à ce sujet-là, etc. D'ailleurs, si vous avez des références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour tous ceux qui veulent se renseigner. Mais il faut comprendre. Derrière la question africaine, il y a une question la question africaine et de l'esclavagisme. Il y a aussi une question de lutte des classes. La haute aristocratie ou noblesse africaine n'a pas eu justement à subir l'esclavage de la même manière que les peuples prolétariens africains l'ont subi. C'est évident, c'est évident. Il y a un peuple aujourd'hui qui a vraiment été persécuté pendant des siècles et des siècles. Le peuple noir d'Afrique centrale était vraiment particulièrement touché, quoi. Je veux dire, c'est vrai. Et ça n'empêche pas aussi qu'entre noirs, en Afrique centrale, il y a aussi des débats. On a vu avec les Tutsis. Ce qui est terrible de ce point de vue, c'est que le racisme est la chose du monde la mieux partagée. Ouais. Un peu partout, à tous les étages, et c'est ça qui est... Il n'y a pas de race au-dessus des autres. Ouais. Bien sûr. Non, mais vous savez, c'était Orwell qui disait tous les hommes sont d'égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et alors, justement... Voilà, bon, après, évidemment, je vous incite à voir la vidéo entière sur la chaîne de Toxin. Après, ils discutent d'autres choses. Ils parlent même en 11 septembre, puis ils reviennent sur certains sketchs de Dieudo. Moi, c'était vraiment ce passage-là qui m'intéressait. Il y a aussi le passage où il parle de Forisson, je crois que c'est à 25 minutes, quelque chose comme ça. C'est assez intéressant aussi. Par contre, la communauté organisée judéo-sioniste, elle a un vrai pouvoir. Quand on voit que agresser ses forces, excuse humblement, maître règlement de nous avoir. Alors, si cet homme, visiblement, je ne le connais pas, serait... Le pardon est au centre de ce qui me paraît être Voilà, on va finir sur ça, on va finir sur Dieudo qui explique pourquoi il a fait sa lettre de pardon. Et il parle justement du fait que
dans son pays au Cameroun, il a rencontré des Israéliens, parce que les Israéliens tiennent le Cameroun. Donc évidemment, comme Dieudo a des intérêts au Cameroun, il a très vite compris que s'il se faisait comme ennemi les Israéliens, bon bah, il pouvait dire au revoir à ses possessions au Cameroun. Parce que là-bas, c'est mano à mano, hein, il y a pas de, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça aussi que ça explique un petit peu sa lettre de pardon. Et finalement, il dit plus ou moins derrière qu'il a pu rencontrer des Israéliens qui sont pas méchants, qui sont assez gentils, avec qui il a pu discuter, échanger, et qui, eux, lui ont pardonné. Maintenant, on ne saura jamais le vrai du faux, hein. Vivre ensemble. Voilà. Pour pouvoir vivre ensemble, il faut avoir cette capacité de se pardonner. Et donc, j'aurais été réconcilié quelque part. Enfin, le pardon, si vous voulez, en demandant pardon, je n'attends rien de celui. Là, j'ai demandé pardon à la communauté juive qui se sentait blessée. Il y a plein de compatriotes de la communauté juive sont venus vers moi et on a pu enfin avoir un débat. Et puis il y en a dans la communauté juive qui m'ont dit ni pardon ni oubli. C'est leur façon de gérer. Ça n'est pas chrétien, c'est vrai, mais ils ne le sont pas. Donc je conçois que certains n'aient pas accès à cette idée du pardon. En tout cas, bon nombre de membres de la communauté juive avec qui j'ai pu discuter, que ce soit ici au Cameroun, eh ben on a maintenant une relation qui est apaisée. Oui, vous m'avez dit quand on s'est rencontrés dans un café que vous avez rencontré d'ailleurs, il dit que vous avez rencontré des Israéliens au Cameroun. Vous n'avez jamais connu un Israélien et c'est au Cameroun que vous les avez rencontrés. C'est incroyable, mais si vous voulez, voilà, je faisais partie de ce mouvement antisioniste français qui n'avait absolument jamais rencontré ou discuté avec des Israéliens, ce qui est quand même... Et tout comme j'ai été longtemps anti-Front National, et je n'avais jamais rencontré aucune personne, et donc j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen, et évidemment, le monde étant ce qu'il est, et l'homme étant ce qu'il est, il suffit de discuter avec l'autre, puis on s'aperçoit que finalement... Et donc je suis devenu ami avec des Israéliens au Cameroun, et comme je suis devenu ami avec Jean-Marie Le Pen, voilà, c'est comme ça. La vie est ainsi faite, et elle nous apprend qu'au fond, nos certitudes, elles sont mises à l'épreuve. Elles peuvent bouger, elles peuvent évoluer. Ce qui est terrifiant, c'est les gens quand même qui s'enferment dans leur... je pense à certains de vos anciens amis qui continuent à la télévision et dans la vidéo à dire les mêmes choses. Non mais de part et d'autre, hein. Ils ne bougent pas. Ce qui est terrifiant, c'est les gens qui restent dans leur certitude comme des ânes à œillères. Non mais c'est vrai, c'est... Bon là, est-ce qu'il cite Soral? Je sais pas. Il dit vos potes, etc. Dieudo, il n'a pas 15 000 potes non plus. J'ai l'impression qu'il parle de Soral là-dessus. Mais bon, pareil, il y a une sorte d'omerta sur Soral, ou une sorte d'hypocrisie, je dirais. Ou peut-être que son discours finalement est mal compris, parce que ce qui fait parler, c'est toujours la forme et la punchline, et c'est pas vraiment le fond. Quand on s'intéresse, quand on lit ses bouquins, ou qu'on regarde ses VOD de 3 heures, on se rend compte qu'il est plus pertinent que certains ne le laissent croire. Donc bon, encore une fois, ça c'est un travail de longue haleine qu'on fait ici sur cette chaîne et sur d'autres, hein, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ou même d'autres chaînes qui le font très bien, en invitant justement des gens de tous bords pour justement discuter, dialoguer, essayer de comprendre les personnes au-delà de ce que peut être relayé sur les réseaux sociaux de manière très courte, très incisive, très sporadique, ce qui fait parler, ce qui fait buzzer, mais d'aller au-delà, et de même que cette interview permet aussi de comprendre mieux Dieudonné et mieux son parcours. Donc voilà, sur la question du pardon, on a enfin on a un petit peu sa version à lui, c'est que voilà, il est allé au Cameroun, il a rencontré des Israéliens avec qui il a pu discuter. Mais derrière tout ça, effectivement, certains disent que, comme au Cameroun, c'est les Israéliens qui tiennent le Cameroun, ou en tout cas certains compartiments terrestres, etc. Et certainement des investissements que Dieudonné aussi il a dû investir dans le Cameroun, et ces investissements sont tenus par des Israéliens. Je pense que les Israéliens lui ont fait comprendre que s'il ne corrige pas très vite son discours et sa ligne éditoriale, disons, il peut dire au revoir à ses investissements. Voilà, après, ça reste peut-être des affabulations, que sais-je, voilà. Mais voilà, c'était cette petite vidéo que je voulais vraiment faire parce que c'était intéressant. Je me suis écouté ça ce matin, je me suis dit, il faut que je réagisse à ça et que je le montre sur la chaîne. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours, chers amis. Et puis voilà, rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.